Dans la chaleur moite de juillet, Marie s'assit sur le parquet usé de son petit appartement niché dans une ruelle pavée du Marais. Une aiguille entre ses doigts fins, elle raccommodait une déchirure dans la sangle de son vieux sac en toile, un compagnon fidèle depuis ses années d'orphelinat. Autour d'elle, sur une couverture à carreaux étalée sur le sol, reposaient des provisions modestes. Une demi-baguette encore tiède, un morceau de comté enveloppé dans du papier kraft, quelques tomates cerises roulant près d'une bouteille d'eau. La lumière d'une lampe ancienne projetait des ombres douces sur les murs, ou des fissures dans le plâtre racontaient l'histoire d'un Paris intemporel. Par la fenêtre ouverte, les bruits de la ville s'infiltraient. Le cliquetis des verres dans un café voisin, les rires des passants, le murmure d'un accordéon au loin. Marie recompta sa monnaie, glissant les pièces dans un bocal en verre étiqueté. Loyer, électricité, gaz. Chaque centime comptait dans ce coin de Paris où les rêves se heurtaient souvent à la réalité. Son téléphone vibra, brisant le calme. C'était Brigitte, sa colocataire, dont la voix rauque tremblait à l'autre bout du fil. « Marie, je ne respire pas bien. Je crois que je dois aller aux urgences. » Marie se redressa, le cœur battant. « Attends, quoi? Tu es seule? Veux-tu que j'appelle le SAMU? »« Non, je vais prendre un taxi, » répondit Brigitte, la voix cassée par la panique. « Mais s'il te plaît, peux-tu aller à mon travail de babysitting? C'est juste pour quelques heures. » Elle s'appelle Amélie. Son père est intimidant. Marie. Mais je suis désespérée. Marie n'hésita pas. « Envoie-moi l'adresse. » J'arrive. Elle attrapa son sac, enfila un gilet en lin froissé, noua ses cheveux blonds en un chignon désordonné et sortit dans l'air tiède du soir. La douleur dans son dos, vestige d'un service éreintant au bistrot de la rue de Birague, s'estompait à peine. Elle enfourcha son vélo, un vieux modèle rouillé qu'elle avait déniché aux puces de Saint-Ouen, et pédala le long des quais de la Seine. Les reflets des réverbères dansaient sur l'eau, tandis que des couples flânaient et que des péniches glissaient doucement sous les ponts illuminés. L'adresse la mena au 16e arrondissement, un monde à part, où les hôtels particuliers aux façades de pierre claire rivalisaient d'élégance avec des portails en fer forgé et des jardins taillés au cordeau. Les tilleuls bordant les avenues embaumaient, et l'air semblait plus léger, comme si la richesse avait le pouvoir d'adoucir même la canicule. Quand elle s'arrêta devant l'hôtel particulier des Dubois, son souffle se coupa. Une grille massive, ornée de volutes en fer forgé, gardait un bâtiment de pierre blonde aux fenêtres immenses, dont les vitres réfléchissaient le soleil couchant. Des rosiers grimpants encadraient l'entrée, leurs pétales roses vibrant dans la lumière dorée. Le silence était presque surnaturel, seulement troublé par le chant d'un merle perché sur une glycine. Marie appuya sur l'interphone, sa voix légèrement hésitante. « Bonjour, je suis Marie. Je viens pour Amélie, de la part de Brigitte. » Un bourdonnement répondit, et la grille s'ouvrit lentement. Sans un mot, Marie s'avança, serrant son sac contre sa poitrine, le cœur battant non pas de peur, mais de l'étrangeté de ce lieu. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait imaginé fouler le sol d'une telle demeure. Pourtant, au lieu de l'émerveillement, elle se sentait minuscule, comme une silhouette éphémère traversant un tableau de Monet, une passante dans un monde qui n'était pas le sien. À la porte, une femme en uniforme noir, les cheveux tirés en un chignon sévère, l'accueillit avec une politesse mécanique. « Suivez-moi. » L'intérieur était un autre univers. Le hall d'entrée, dallé de marbre blanc veiné de gris, s'ouvrait sur un escalier monumental aux rampes dorées. Des lustres en cristal scintillaient doucement, projetant des éclats de lumière sur des murs ornés de tableaux impressionnistes. Des Degas, peu, êtres, ou des Renoirs. Une odeur subtile de lavande et de cire d'abeille flottait, comme si le temps s'était arrêté dans cette demeure. Pas un rire, pas une voix, juste l'écho des pas de Marie sur le sol poli. La femme la guida, à travers un couloir bordé de portes closes, jusqu'à une double porte en chêne sculpté. Derrière, une bibliothèque baignée par la lumière dorée du crépuscule parisien s'ouvrit à elle. Des étagères de bois sombre grimpaient jusqu'au plafond, remplies de livres reliés cuir. Près d'une fenêtre donnant sur un jardin, où des hortensias ployaient sous leur propre poids, une petite fille aux boucles brunes était penchée sur un cahier de coloriage, ses mains serrant un crayon violet, un médaillon d'argent, gravé d'un motif délicat, brillait à son cou. « Amélie, » dit la femme d'un ton sec. « Voici Marie. Elle restera avec toi un moment. » Amélie ne leva pas les yeux,
ses boucles tombant comme un rideau sur son visage. La femme quitta la pièce sans un mot de plus. Marie s'approcha doucement, s'agenouillant à quelques pas sur un tapis persan au motif fané. « Salut Amélie, je m'appelle Marie, Brigitte est mon amie. Elle est malade aujourd'hui, alors je suis là à sa place. J'espère que ça te va. » Amélie resta silencieuse, coloriant avec une intensité presque fébrile, comme si elle cherchait à s'échapper dans les lignes de son dessin. Marie s'assit en tailleur, veillant à ne pas envahir son espace. « J'ai apporté des histoires, celles que j'adorais quand j'avais ton âge. Des contes de princesses, de dragons, et même de chats qui parlaient. » Toujours pas de réponse. Marie jeta un œil au dessin. Amélie avait tracé un château imposant, mais dans des tons gris orageux et violets sombres, comme un ciel d'orage sur la Seine. Pas de soleil, pas de porte, pas de lumière. « Je connais une histoire sur un château comme celui-là, » murmura Marie, sa voix douce, comme une brise d'été. Il se dressait au bord de la Seine, grand et froid, entouré de brouillard. Pas de rire, pas de chanson, juste une petite fille seule qui avait oublié comment parler, non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce que son cœur s'était tu, comme endormi sous la pluie. Le crayon d'Amélie s'arrêta, suspendu au-dessus de la page. Mais un jour, quelqu'un est venu. Cette personne ne parlait pas beaucoup non plus. Elle s'est juste assise à côté, sans demander de sourire, juste en étant là, comme un rayon de soleil après l'orage. Et doucement, le cœur de la fille a recommencé à murmurer. Amélie leva les yeux, juste un instant. Ses yeux, bien plus vieux que ses 5 ans, croisèrent ceux de Marie, brillants comme les pavés mouillés de Paris après la pluie, puis se détournèrent. Elle tira doucement sur son médaillon, ses doigts jouant nerveusement avec la chaîne. Avant que Marie ne puisse continuer, une voix trancha l'air comme le vent d'hiver qui balaye les quais en janvier. Pensez-vous vraiment que des contes du soir peuvent remplacer un psychologue qualifié? Marie se retourna vivement. Un homme se tenait dans l'embrasure, grand, élégant, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, une montre en argent scintillant à son poignet. Son visage était indéchiffrable, ses yeux sombres comme les eaux profondes de la Seine. Sa présence emplissait la pièce d'une gravité froide, comme si l'été parisien s'était soudain éteint. « commença Marie, sa voix vacillant légèrement. J'essayais juste de la faire se sentir moins seule. Il s'avança, main dans les poches, ses pas mesurés résonnant sur le parquet. Vous n'êtes pas la première à essayer, et vous ne serez pas la dernière. Mais Amélie ne réagit pas aux mises en scène théâtrales. Marie se redressa, son menton levé. Ce n'était pas du théâtre. C'était de la gentillesse. Ces mots, simples mais fermes, semblèrent flotter dans l'air comme une note d'accordéon dans une ruelle. Les yeux de l'homme se posèrent sur Amélie. La fillette observait Marie maintenant, le crayon immobile, ses boucles tombant doucement sur ses épaules. Il détourna le regard, ses lèvres pincées. Veillez à sa sécurité. Rien d'autre ne compte. Puis il tourna les talons, disparaissant dans le couloir sombre, laissant derrière lui un silence aussi lourd que les cloches de Notre-Dame. Marie exhala lentement, son cœur battant encore. Elle s'assit à nouveau près d'Amélie, croisant les jambes sur le tapis. La petite fille plongea la main dans la boîte de crayons, en sortit le violet et le tendit à Marie sans un mot. Marie sourit, une chaleur fragile naissant dans sa poitrine, son cœur se brisant et s'épanouissant à la fois, comme un coquelicot s'ouvrant sous le soleil de juillet. Marie revint le lendemain, puis le jour d'après, traversant Paris à vélo sous un ciel d'azur où des hirondelles dansaient. Brigitte l'avait prévenue que les Dubois changeaient de nounou comme on change de vin dans un dîner parisien, mais Marie ne demanda jamais pourquoi. Elle arrivait à l'heure, son sac en toile brinque-ballant contre sa hanche, un sourire doux sur les lèvres, et s'asseyait sur le tapis persan près d'Amélie, avec un livre ou une activité manuelle. Elle ne forçait pas la conversation, ne posait pas de questions sur la mère d'Amélie, son école, ou la tristesse qui voilait ses yeux comme l'ombre d'un nuage sur la Seine. Elle lisait des contes, parfois avec des voix amusantes, un dragon grognon, une fée maladroite, et dessinait des chats aux moustaches tordues qui faisaient frémir les lèvres d'Amélie d'un sourire timide. Leur lien se tissa dans les silences partagés, comme les fils invisibles, reliant les pavés des ruelles parisiennes. Quand Marie remarqua qu'Amélie fixait une libellule dans le jardin, ses ailes scintillant dans la lumière, elle plia une libellule en origami avec du papier trouvé dans son sac et la glissa dans le cahier de coloriage. Le lendemain, Amélie en avait fait 2 autres.
maladroite mais pleine de soin, et les avait laissées sur le sac de Marie, près d'une rose cueillie dans le jardin. Parfois, elle jouait à un jeu inventé où Marie prétendait être une princesse parisienne terriblement maladroite, trébuchant sur ses souliers et oubliant les règles de l'étiquette au palais des Tuileries. Les épaules d'Amélie tremblaient de rire silencieux. Et une fois, juste une fois, elle gloussa à voix haute. Le son, léger comme une brise d'été sur les champs, Élysée, fit s'arrêter Marie, le cœur gonflé d'une émotion trop tendre pour être nommée. À son insu, Jacques Dubois observait souvent depuis le couloir, ombre silencieuse derrière les portes entr'ouvertes. Il voyait comment Amélie répondait à Marie d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Pas depuis l'hôpital où sa femme avait lutté, pas depuis les funérailles où le monde d'Amélie s'était refermé comme les grilles d'un jardin privé. Marie ne remarquait jamais l'homme dans l'ombre. Son attention était toujours sur Amélie, nouant ses lacets, essuyant ses petites mains tachées de peinture, attendant patiemment lorsqu'elle mettait des minutes à répondre à une question. Elle n'avait jamais l'air ennuyée, jamais l'air de vouloir être ailleurs, même lorsque les cloches de Saint-Germain-des-Prés sonnaient l'heure du dîner au loin. Une nuit, après qu'Amélie se fut endormie dans un fauteuil tapissé de velours, la tête nichée sur les genoux de Marie, celle-ci la porta doucement au lit avec l'aide de la gouvernante, une femme aux lèvres pincées nommée Madame Lefebvre. Marie s'attarda, regardant la fillette respirer paisiblement sous la lumière d'une veilleuse en forme d'étoile, ses boucles étalées sur l'oreiller, comme des vignes. Puis elle se tourna pour partir, ses pas feutrés sur le parquet. En passant par la bibliothèque, où des chandelles électriques diffusaient une lueur chaude, elle aperçut Jacques, seul, un verre de cognac, intact à la main. Sur ses genoux reposait une photo encadrée d'une femme aux traits doux, aux yeux pétillants comme les fontaines du Trocadéro. Clairement la mère d'Amélie. Son expression n'était pas celle des larmes, mais celle d'un homme retenant des années de chagrin, comme un barrage prêt à céder. Marie hésita, incertaine de partir ou de parler. Il leva les yeux. « Pas besoin de marcher sur la pointe des pieds », dit-il. La voix plus rauque que d'habitude. Comme s'il avait avalé la poussière des rues parisiennes. Elle dort profondément quand elle se sent en sécurité. Marie s'approcha, mais resta à distance, ses doigts jouant nerveusement avec la sangle de son sac. « C'est une petite fille extraordinaire. » Il hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur la photo, où la femme semblait sourire à travers le temps. Elle riait tout le temps avant. Elle avait la joie de sa mère, comme un éclat de soleil sur la Seine. Puis tout s'est arrêté. Un silence s'installa, aussi lourd que l'air avant un orage d'été. Puis, il la regarda directement, ses yeux sombres perçant les siens. « Vous ne semblez pas intimidé par cet endroit. Ni par moi. La plupart des gens le sont. » Marie soutint son regard sans ciller, un courage discret dans sa posture. « J'ai grandi dans un orphelinat à Belleville, avec des portes verrouillées et trop de règles. Ce n'est pas si différent d'un hôtel particulier. » Ses sourcils se levèrent légèrement, une lueur de surprise dans ses yeux. « Et non, » ajouta-t-elle, la voix plus douce, presque un murmure. « Je n'ai pas peur de vous. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une curiosité sincère. Tout le monde voit un veuf froid, brisé, s'accrochant à son passé comme à une vieille photo jaunie. Marie l'observa longuement, ses yeux bleus scrutant les lignes fatiguées de son visage. Puis elle répondit simplement « Je vois un père qui essaie, même si personne ne le reconnaît. Un homme qui porte son chagrin comme Paris porte ses ponts, avec force, mais aussi avec des fissures. » Pendant un instant, il ne bougea pas, ses doigts serrant le cadre. Puis, doucement, il le posa face contre la table, comme s'il laissait le passé reposer, ne serait-ce qu'un instant. Un après-midi, alors que le soleil de juillet faisait scintiller les pavés dehors, Marie ouvrit le réfrigérateur de la cuisine, une pièce immaculée avec des comptoirs en marbre et des ustensiles en cuivre suspendus comme des œuvres d'art. Il était presque vide, pas de lait, juste une bouteille de Sancerre et un morceau de brie qu'Amélie ne toucherait jamais. Amélie observait depuis son tapis, son lapin en peluche serré contre elle. « Il y a plus de lait !» murmura-t-elle, sa voix douce comme un souffle. Marie s'accroupit, un sourire rassurant aux lèvres. « Tu en veux pour ton chocolat chaud demain matin ?» Amélie hocha la tête, ses boucles dansant. « D'accord, » dit Marie. « On va arranger ça. » Elle griffonna une note sur un bout de papier, partit chercher des courses, de retour dans 20 minutes, et sortit par une porte latérale, donnant sur une cour où des lauriers roses s'épanouissaient.
À 10 minutes à pied, une épicerie de quartier proposait des produits frais sous des auvents rayés. Marie acheta 1 litre de lait bio, une barquette de fraises juteuses et des barres de céréales aux amandes qu'Amélie adorait. Elle paya avec ses propres euros, sans réfléchir à qui devrait couvrir les frais. Ce n'était pas une question d'argent, mais d'une petite fille qui méritait un petit déjeuner. À son retour, Madame Lefebvre, la gouvernante, lut la note et pinça les lèvres, son regard chargé de reproches. Marie s'excusa poliment, rangeant les courses dans le frigo. Personne ne la remercia, personne ne demanda pourquoi elle avait agi. Ce soir-là, après avoir lu Le Petit Prince à Amélie jusqu'à ce qu'elle s'endorme, Marie trouva une enveloppe blanche glissée sous son sac. À l'intérieur, le montant exact de ses achats, jusqu'au dernier centime, et une note en écriture élégante. Remboursement, mais je vous dois bien plus. Merci. Jacques. Le papier portait une légère odeur de vétiver, comme l'homme lui-même. Le lendemain, Amélie l'accueillit avec une excitation inhabituelle, ses yeux pétillants comme les fontaines du jardin des Tuileries. Papa a dit qu'on avait une surprise. Elle tira Marie par la main à travers les couloirs, jusqu'à une véranda inutilisée transformée en un château miniature. Les vieux meubles poussiéreux avaient disparu, remplacés par des tourelles en bois peint, des guirlandes lumineuses scintillant comme des étoiles, et des coussins en forme de nuages. Un coin lecture débordait de livres de contes, et un coin déguisement offrait des capes en velours et des tiares scintillantes. L'air sentait la lavande et la peinture fraîche, un parfum d'espoir. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Marie. Émerveillée, Amélie rayonna. « C'est notre château. Papa l'a fait pour nous. » Plus tard, alors que Marie aidait Amélie à enfiler une cape violette, elle se rappela une conversation, partagée autour d'un thé à la bergamote, où elle avait mentionné qu'Amélie avait été moquée lors d'une sortie au parc pour ne pas avoir de mère. Elle avait parlé doucement, sans plainte, souhaitant seulement qu'Amélie guérisse de cette blessure. Elle n'avait jamais imaginé que Jacques écouterait. Ce sanctuaire disait à Amélie qu'elle n'était pas incomplète, que la joie pouvait encore éclore, comme les roses du jardin. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda Marie à Jacques, qui se tenait près de la porte, les observant. Il hocha la tête, une ombre de sourire sur les lèvres. Elle avait besoin d'un monde où elle est l'héroïne, pas une fille à qui il manque quelque chose. Marie déglutit, retenant l'émotion qui montait. « C'est magnifique. » Il murmura, presque inaudible. Elle n'a recommencé à croire aux histoires que grâce à vous. Tout changea avec une toux, légère mais persistante. Amélie était pâle pendant leur lecture, sa tête reposant lourdement sur l'épaule de Marie. Ses mots plus lents. Ce soir-là, elle brûlait de fièvre. Marie alerta Madame Lefebvre, qui haussa les épaules. « Monsieur Dubois, appelle le médecin le matin. Il n'aime pas les urgences nocturnes. » Marie resta stupéfaite. « Elle a 6 ans et 39 de fièvre. Vous n'êtes pas de la famille, » répondit la gouvernante, les lèvres pincées. Mais Marie resta. Elle posa un linge frais sur le front d'Amélie, lui fit boire de l'eau, chanta des berceuses apprises dans son enfance à l'orphelinat. Elle veilla toute la nuit, lisant la belle au bois dormant à voix basse, même lorsque sa gorge s'érailla. À l'aube, Jacques les trouva. Marie, enveloppée d'une couverture, veillait sur Amélie, dont la fièvre avait baissé. Il resta silencieux, observant la scène dans la lumière dorée, filtrée par les voilages. « Elle va mieux » murmura Marie. « Merci » dit-il, sa voix grave comme une cloche d'église. Jacques s'approcha de la fenêtre, les premières lueurs de juillet caressant son visage fatigué. « Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait fait. » Marie répondit. C'était la bonne chose. Il l'invita à le suivre sur la terrasse, où l'air sentait les roses et le pain frais des boulangeries voisines. « Vous me rappelez ma femme, Claire, » dit-il, silencieuse, mais d'une gentillesse féroce. Elle disait que les enfants se souviennent de la sécurité qu'on leur donne. Marie s'appuya à la rambarde, le regard perdu sur les toits de Paris. Elle semble merveilleuse. Elle l'était. La perdre, c'était perdre la carte de ma vie. J'ai construit un empire, mais je ne pouvais pas réparer ce qui était brisé. Il la regarda. J'avais peur qu'Amélie ne connaisse que des nounous et le silence. Vous lui avez donné de la chaleur, des rires. Ils restèrent silencieux, le vent jouant dans les cheveux de Marie. Puis il murmura. Je ne pensais pas que mon cœur pouvait ressentir à nouveau. Jusqu'à ce soir. Leurs regards se croisèrent, une vérité brute, les liant, forgée dans la douleur et l'espoir.
Les semaines suivantes, le manoir s'adoucit. Amélie riait plus, dormait mieux, dessinait des soleils éclatants. Un jour, un dessin apparut sur le réfrigérateur. 3 bonhommes, un grand, une fillette bouclée, une femme en robe jaune, sous un soleil avec les mots « Moi, papa et mademoiselle Marie au parc ». Ce dimanche, ils allèrent au jardin du Luxembourg, Amélie courant après les pigeons. Jacques l'invita à un gala de charité à l'hôtel de ville. Pas comme baby-sitter, comme invité. Marie hésita. Je n'ai rien apporté. Une robe bleue nuit l'attendait. Élégante et simple. Au gala, sous des lustres étincelants, Jacques resta près d'elle, la présentant avec fierté. Mais les murmures suivirent. La baby-sitter, non. Une orpheline. Il pense la sauver. Marie garda son calme, mais s'éclipsa sur un balcon. L'air frais apaisant son cœur. Jacques la trouva. Ils ne vous connaissent pas. Vous avez plus votre place que quiconque. Vous avez redonné son sourire à Amélie, mon âme à moi. Il tendit la main. Dansez avec moi. Mais un jour, dans le salon, une accusation plana. Un bijou de Claire avait disparu. Marie se tenait sous des regards accusateurs. Je ne suis jamais entrée dans cette pièce, dit-elle, la voix tremblante. Silence. Les employés, qu'elle avait aidés, la regardaient comme une étrangère. Elle se tourna vers Jacques. Dites-leur que je ne ferai pas ça. Il resta muet, son regard fuyant. Elle vit la peur, peur d'avoir tort, d'être humiliée. Ce silence la brisa. Elle sortit la montre en plastique qu'Amélie lui avait offerte, la posa sur la table et murmura « Je suis désolée d'avoir cru avoir un foyer ici. » Amélie se précipita vers elle, sanglotant. « Tu ne peux pas partir. » Marie la serra fort. « Je sais que tu me crois. Ma chérie. » Jacques resta immobile, muet, tandis qu'Amélie criait « Pourquoi tu ne te bats pas pour elle ?» Marie partit, digne, dans la nuit parisienne. 1 mois plus tard, le manoir était silencieux, comme une coquille vide. Amélie souriait moins, son rire éteint. Jacques, noyé dans le travail, sentait son âme rétrécir. La culpabilité le rongeait. Un détective découvrit que le bijou avait été pawné par une ancienne gouvernante, jalouse de Marie. Jacques referma le dossier, accablé. Il s'assit près d'Amélie. « Tu penses à elle, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Elle n'a rien pris, papa. Je sais. J'aurais dû parler. » Amélie murmura. « Elle t'aurait pardonné si tu avais dit la vérité. » Un matin, un article attira son attention. Une orpheline devenue enseignante d'espoir. Marie ouvre une école gratuite à Belleville. Une photo la montrait entourée d'enfants, ses yeux brillants de détermination. Jacques lut l'article 3 fois, puis le montra à Amélie. C'est elle. Il est temps de la ramener. Dans la classe baignée de soleil, Marie corrigeait des dessins quand Amélie entra, tenant une bague en bois. Elle l'enlaça. « Tu m'as manqué. » Jacques apparut, en chemise simple, et s'agenouilla. « Je n'ai pas de diamant, juste cette bague qu'Amélie a faite. J'ai échoué quand cela comptait. Mais aujourd'hui, je viens avec mon cœur. Marie, voulez-vous rentrer à la maison? Avec nous ?» La classe explosa de joie. Marie, en larmes, hocha la tête. Oui, Amélie les serra tous les deux, et Marie glissa la bague à son doigt. Dans cette classe pleine de craie et de rire, l'amour revint, porté par une enfant qui avait retrouvé la magie grâce à Marie. Rejoignez Histoire de Justice pour découvrir d'autres récits émouvants de rédemption, de courage et d'amour. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas manquer ces histoires qui rappellent que la justice du cœur triomphe toujours. Partagez, commentez et laissez-vous inspirer.